Ce que je voudrais faire peut-être aujourd'hui, c'est vous raconter la vie quotidienne d'un écrivain à Paris à la fin du XXe siècle. Alors, dans mon cas, il y a évidemment quelque chose qui joue un certain rôle. Pas un rôle exclusif, peut-être même pas un rôle dominant, mais au moins un rôle pittoresque, c'est l'Académie. L'Académie est une espèce de légende en France. Jean Dutour, qui est un des 40, prétend que le rêve des 50 millions de Français est de devenir académicien. C'est peut-être un peu exagéré, mais l'Académie, malgré tous ses défauts, et ils sont grands, continue à jouer un rôle important dans la vie littéraire et peut-être plus encore dans la vie sociale française. Alors d'abord, les défauts de l'Académie. Ce qu'il ne faut pas croire, c'est que l'Académie se confond avec la vie littéraire. Ça a toujours été faux, et c'est encore bien plus faux de nos jours. Il est tout à fait vrai que l'Académie ne représente pas l'ensemble de la vie littéraire en France. Les surréalistes ne sont jamais entrés à l'Académie. D'abord parce qu'on ne les aurait pas élus, et ensuite parce qu'ils ne se seraient pas présentés. Les surréalistes avaient naturellement le plus profond mépris pour l'Académie française. Je dirais aussi qu'il y a tout un pan de la littérature militante, de la littérature révolutionnaire, ou même simplement de la littérature de gauche, qui n'est pas représentée à l'Académie. Et je le regrette beaucoup. Je suis de ceux qui auraient souhaité qu'un écrivain comme Aragon, qui était un communiste militant, ait pu entrer à l'Académie française. Je suis persuadé que Aragon aurait accepté d'entrer à l'Académie, et je crois que nous devons nous repentir de ne pas avoir élu Aragon. Nous n'avons pas élu non plus d'ailleurs Raymond Aron, qui aurait accepté d'être présent à l'Académie, mais ça ne s'est pas fait. Et je sais que je peux vous raconter que j'étais lié avec Raymond Aron, que j'admirais beaucoup et que j'aimais beaucoup, et je lui avais parlé de l'Académie, et j'avais fini par le convaincre. Et il m'a dit, mais je ne veux naturellement pas aller à un échec, c'était évident. Alors je me suis un peu renseigné à l'Académie, j'en ai parlé aux uns, aux autres, et puis je suis revenu trouver Raymond Aron et je lui ai dit, écoutez, je crois que vous ne pouvez pas entrer à l'Académie pour 5 raisons. D'abord, vous aurez contre vous les antisémites. Et malheureusement, il y a des antisémites à l'Académie. Vous aurez contre vous les juifs, qui sont déjà assez nombreux à l'Académie et qui trouvent que ça va bien comme ça. Vous aurez contre vous les anti-gaullistes. Il y a encore à l'Académie beaucoup d'anti-gaullistes et ils en auraient voulu à Raymond Aron, qui était évidemment tout à fait partisan de la résistance à Hitler et qui était en Angleterre pendant la guerre. Vous aurez contre vous les gaullistes, parce que bien que, ayant passé la guerre à Londres, Aron n'était pas vraiment un gaulliste. Et puis, lui ai-je dit, vous aurez surtout contre vous tous ceux à qui vous avez fait comprendre un jour ou l'autre que vous étiez plus intelligent qu'eux. Et sur les 40 académiciens, toutes catégories confondues, ça risque de vous faire beaucoup d'adversaires. Et je lui ai dit, sur 40 académiciens, vous aurez peut-être 80 ou 90 adversaires. Alors il a ri et il ne s'est pas présenté. Et je le regrette beaucoup. Naturellement, Sartre ou Simone de Beauvoir auraient dû être de l'Académie française, mais ils ne se seraient jamais présentés. Dans le passé, nous avons beaucoup de manques. Molière, comme vous le savez, n'était pas de l'Académie française. Et il y a même un buste de Molière avec en dessous l'inscription « Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre ». Balzac n'était pas de l'Académie, Flaubert n'était pas de l'Académie, Maupassant n'était pas de l'Académie, Alexandre Dumas
père n'était pas de l'Académie. C'est d'ailleurs, je pense, pour cette raison que nous avons élu Alexandre Dumas fils. Victor Hugo n'a pas été reçu du premier coup. Alors, Proust aurait sûrement été élu à l'Académie française s'il n'était pas mort. Il est mort relativement jeune, mais lui aurait sûrement été élu à l'Académie. Naturellement, Valéry était de l'Académie, Claudel était de l'Académie, Giraudoux aurait été de l'Académie s'il n'était pas mort. Alors ça, ce sont les manques de l'Académie, je dirais négativement. Alors les manques positivement, alors il y en a des masses, n'est-ce pas? Il y a, vous savez, dans Cyrano de Bergerac, il y a des personnages qui est au théâtre et qui regardent le public et il voit beaucoup d'académiciens et il donne 10 noms d'académiciens absolument inconnus et il dit tous ces noms dont pas un ne périra comme c'est beau. Alors naturellement, vous savez qu'on nous appelle les immortels et il est hors de doute que la plupart des académiciens ne sont pas immortels et qu'à peine sont-ils morts qu'ils sont oubliés. Cela dit, l'Académie est autre chose que la littérature. L'Académie est un club littéraire, mais c'est aussi une sorte d'institution. Un maréchal de France, un cardinal, un grand chirurgien, un grand avocat sont normalement de l'Académie. Je suis de ceux qui pensent que le cinéma devrait être représenté à l'Académie. Il l'a été d'ailleurs, il l'a été au moins par 2 grands noms. René Clair était de l'Académie et Pagnol était de l'Académie. Si Truffaut avait vécu, je suis sûr que Truffaut aurait été élu à l'Académie. Et je reste persuadé que nous devrions avoir des représentants du cinéma. Alors, nous nous réunissons le jeudi. Et André Roussin, en recevant un nouveau venu, lui a dit « Nous travaillons beaucoup, monsieur, ne vous y trompez pas, nous travaillons beaucoup, 1 heure par semaine. » Et en effet, nous nous réunissons tous les jeudis pendant 1 heure pour travailler au dictionnaire. Et le dictionnaire a donné lieu à beaucoup de plaisanteries parce que, évidemment, le dictionnaire de l'Académie française avance très très lentement. Et le dictionnaire de l'Académie française est en perpétuel renouvellement. Dès que nous avons fini le dictionnaire, nous le remettons en chantier et nous recommençons. Il faut à peu près 30 ans pour aller de la lettre A à la lettre Z. Et une fois que la lettre Z est atteinte, on recommence par la lettre A. Ce qu'il y a évidemment de plus spectaculaire à l'Académie, ce sont les jours d'élection. Dès qu'un académicien meurt, on attend un délai raisonnable et on le remplace. Et Paul Claudel ne venait pas à toutes les réunions de l'Académie, mais il venait aux élections. Et un jour, il y a eu une élection un peu animée, comme souvent sont les élections à l'Académie française, et l'expérience a beaucoup amusé Claudel. Il était enchanté, et en sortant, il a dit au secrétaire perpétuel « Mais c'est très amusant, nous devrions faire ça plus souvent », sans penser qu'il fallait évidemment qu'il y ait quelqu'un qui meure pour qu'on puisse le remplacer. Les élections sont évidemment un grand sujet de plaisanterie. Il y a eu une pièce de théâtre qui s'appelle L'Habit Vert, qui a été écrite par 2 personnages vers le début du siècle, qui s'appelaient Flair et Caillavet. Caillavet avait d'ailleurs été directeur du Figaro. Et dans L'Habit Vert, il se moque beaucoup des académiciens. Et vous voyez, l'Académie est tout de même suffisamment libérale pour avoir élu Robert de Flers à l'Académie française, non pas avant qu'il ait écrit L'Habit Vert, mais après. Vous voyez que l'Académie n'en veut pas à ceux qui la brocardent. Il y a des mots innombrables sur l'Académie française. Je pourrais vous en citer pendant des heures. Un des plus connus, c'est un candidat qui n'est pas élu et qui s'en plaint. Et un académicien dit « Je lui avais donné ma parole et en plus, il aurait voulu ma voix ». Quand Pierre Loti s'est présenté à l'Académie, il a d'ailleurs été élu, il y a eu des bonnes âmes qui ont été voir Renan, qui était influent à l'Académie, et qui lui ont dit « Écoutez, tout de même, c'est très difficile de voter pour Pierre Loti, vous savez,
il se farde beaucoup, et c'est vrai, Loti était très fardé, il a des manières un peu extraordinaires. Vous savez, il y a des gens qui disent que les mœurs de Pierre Loti, est-ce qu'on peut voter pour quelqu'un qui a une telle réputation? Et Renan avait répondu superbement, bah, nous verrons bien. D'autres histoires, il y avait une histoire très, très amusante qui était Pierre Loti détestait l'auteur d'une pièce qui s'appelait Théodora, et ce dramaturge s'appelait Victorien Sardou. Et Loti et Sardou avaient beaucoup d'antipathie l'un pour l'autre, mais ils se rencontraient naturellement couramment, comme se rencontrent des écrivains dans le Paris littéraire. Et un jour, Pierre Loti a écrit à Sardou, qui habitait à Marly-le-Roi. Et sur l'enveloppe, avec perfidie, Loti a écrit à Monsieur Victorien Sardy, Marlou-le-Roi. Et Sardou a répondu à Loti, qui avait, comme je viens de le dire, la réputation que vous savez, il lui a répondu sur l'enveloppe à Monsieur Pierre Lotto, capitaine de vessie. Car vous savez que Loti était de profession officier de marine. Des anecdotes encore, il y en aurait des quantités. Quand Paul Valéry a été élu à l'Académie française, il attendait le résultat de l'élection dans un café. Et il était avec Cocteau. Et vous savez qu'à l'Académie, on élisait, dans les temps passés, on élisait beaucoup de gens du monde, beaucoup de ducs, beaucoup de gens politiques, beaucoup de personnages qui avaient une grande surface sociale. Alors Valéry est en train de boire un coup avec Cocteau dans ce bistrot, et le téléphone sonne. Valéry y va, et on annonce à Paul Valéry qu'il est élu. Alors il met la main sur le téléphone, il se tourne vers Cocteau et il lui dit « Tu pourras y aller, ils reçoivent la canaille ». Et j'ai entendu un jour un de mes confrères expliquer la position des académiciens à l'égard des candidats en disant « Le drame avec les candidats, c'est qu'ils prennent nos politesses pour des promesses, alors que nos promesses ne sont que des politesses. » Et encore une autre histoire, et puis je vais m'arrêter là. Il y avait, je ne sais plus qui c'était, je ne sais pas si c'était Tristan Bernard, est-ce qu'il s'était présenté à l'Académie? Je n'en suis pas sûr, je ne sais pas si c'était lui, mettons que ce soit lui, qui s'était présenté, et il y avait, disons, 15 académiciens qui lui avaient promis leur voix. Et il a été battu avec 10 voix, mettons, il a eu 10 voix. Or, il était sûr de 9 amis intimes dont il savait avec certitude qu'ils avaient voté pour lui. Alors il disait un tel a voté pour moi, un tel a voté pour moi, un tel a voté pour moi, ça faisait 9 voix. Et pour la 10e voix, alors il sort de sa poche 5 lettres qui chacune lui promettait la voix, et il dit pour la 10e voix, j'ai 5 candidats. Évidemment, ce sont les petitesses, les drames et les comédies de l'Académie. Ces comédies remontent d'ailleurs très loin. Il y a un petit poème de Victor Hugo, je ne sais pas si je vais le retrouver, dans Chose vue, qui dit à peu près, au moment d'une élection, qui dit à peu près je ne voterai pas du tout, car l'envie a semé d'embûches cette urne d'où sortent des cruches. C'est pas tout à fait ça, il me manque un vers, mais en gros c'est ça, et je trouve que cette urne d'où sortent des cruches, c'est assez joli. Alors, une fois qu'on est élu, alors il y a un certain nombre d'obligations qui vous tombent sur le dos. La première obligation, c'est l'habit vert. Et vous savez que l'habit vert, aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher.
Alors, en général, les amis du candidat, du nouvel académicien, se cotisent pour lui offrir son épée. Il faut une épée quand on est académicien, et cette épée est offerte par les amis. Et souvent aussi, l'habit d'académicien est offert. Mais comme il coûte tellement cher, on reprend aussi souvent l'habit d'un académicien qui est mort. Et c'est ce qui explique la réflexion de Forain, qui était un grand dessinateur et un grand humoriste. Et un jour, on avait dit à Forain, mais pourquoi est-ce que vous ne vous présentez pas à l'Académie? Au fond, vous avez, par votre crayon, plus de talent que beaucoup d'écrivains. Et Forain avait eu cette réponse que je trouve très jolie. Il avait répondu, j'attends qu'il en meure un de ma taille. Alors, n'est-ce pas, l'Académie, je crois que j'ai déjà dit ça dans un de nos autres rendez-vous, le drame de l'Académie, c'est que souvent on s'imagine que c'est un peu le bâton de maréchal de l'écrivain, et l'écrivain, une fois qu'il est élu à l'Académie, eh bien, il prend un peu sa retraite. Et on peut se demander, je ne sais pas si c'est dans Flair et Caillavet qu'il y a cette réplique, où il y a deux académiciens qui se rencontrent. Et l'un dit à l'autre, « Comment va notre confrère un tel ?» Et l'autre répond, « Oh, à moitié gâteux. » Et le premier dit, « Ah, il va mieux. » Alors, la question qui peut se poser, c'est, est-ce qu'on choisit les académiciens parmi les gâteux? Ma réponse est catégorique, non. On ne choisit pas les académiciens parmi les gâteux. Ils deviennent gâteux quand ils sont élus. Et pourquoi deviennent-ils gâteux quand ils sont élus? Eh bien, pour une raison très simple, que je suis peut-être en train d'illustrer à vos yeux. C'est qu'une fois qu'on est élu à l'Académie, on est évidemment beaucoup plus sollicité qu'avant. La radio, la presse, la télévision, merci beaucoup, s'occupent de vous. Et d'une certaine façon, quand on est à l'Académie, une de vos tâches principales est de gérer votre passé. Et pour un écrivain, gérer ses succès passés, c'est évidemment très dangereux. Ce qui est beau dans la littérature, ce qui est beau dans les jeunes gens qui commencent dans la carrière littéraire, c'est qu'ils ont un avenir, c'est qu'ils rêvent, c'est qu'ils ont des ambitions. Eh bien, tout ça est terminé quand on rentre à l'Académie. Et je comprends très bien que les jeunes écrivains se méfient tellement de l'Académie, n'est-ce pas? Parce que l'académicien, par définition, regarde un peu vers le passé. L'Académie est avant tout une tradition, et la littérature est avant tout une invention. D'après tout ce que je vous ai raconté, vous avez probablement compris qu'une des clés de l'Académie, c'est la tradition. L'Académie est le corps constitué le plus ancien en France. Il a été fondé en 1634. Il a donc célébré son 350e anniversaire et il repose tout entier sur la tradition. La tradition, c'est épatant. Et puis, la tradition, c'est aussi très dangereux. Pour défendre la tradition, on peut dire que la tradition, au fond, c'est un progrès qui a réussi. Mais en même temps, c'est un ensemble de rites qui est menacé par quelque chose de très grave, qui est la routine. Et une des traditions à l'Académie, c'était que l'Académie était une réunion d'hommes. Il n'y avait pas, en 350 ans, une seule femme à l'Académie. Rien dans le règlement n'empêche une femme d'entrer à l'Académie. Mais le règlement n'est pas l'essentiel à l'Académie. Ce qui est l'essentiel, c'est la tradition. J'ai déjà donné, je crois, au cours de nos entretiens précédents, un exemple. Le règlement interdit les visites des candidats aux académiciens. Et la tradition l'exige. Alors, personnellement, moi, j'applique le règlement, c'est-à-dire que je ne reçois pas les candidats. Bon, ça m'épargne beaucoup de temps, ça me sauve beaucoup de temps pour travailler. Mais un candidat sérieux doit naturellement faire les visites, c'est-à-dire que la tradition, une fois de plus, l'emporte sur le règlement.
Et la tradition voulait qu'il n'y ait pas de femmes. Madame de Sévigné n'était pas de l'Académie, Madame du Deffand n'était pas de l'Académie, Georges Sand ou Lucille Desbordes de Valmore n'étaient pas de l'Académie, et malheureusement Colette n'était pas de l'Académie. Eh bien, il m'avait semblé que c'était tout à fait injuste et que nous devrions faire entrer une femme à l'Académie. Il y avait naturellement beaucoup de candidates auxquelles on pouvait penser, mais justement, plusieurs d'entre elles ne souhaitaient pas entrer à l'Académie. Simone de Beauvoir ne souhaitait pas entrer à l'Académie. Je ne suis pas sûr que Sagan accepterait d'entrer à l'Académie. Je serais tout à fait pour l'entrée de Sagan, je serais pour l'entrée de Nathalie Sarraute, je serais pour l'entrée de Marguerite Duras. Je pense que toutes ces femmes feraient honneur à l'Académie. Et il y avait une femme qui était un grand écrivain, et qui était Marguerite Yourcenar. Et j'ai été de ceux qui pensaient que l'œuvre de Marguerite Yourcenar l'imposait à l'Académie. Et que si elle venait à l'Académie, loin de lui faire honneur, c'est elle qui nous ferait honneur en acceptant d'être de l'Académie. Et je crois qu'elle a un peu hésité, je crois qu'elle n'était pas très très chaude, mais enfin elle a accepté d'entrer à l'Académie, et je me suis un peu battu pour que tout se passe bien. Et je me suis un peu heurté aux traditions de l'Académie, et pour une fois, je suis passé pour une sorte d'iconoclaste et peut-être de révolutionnaire. Naturellement, dans le petit monde littéraire, dans le petit monde des médias, tout ça a pris des proportions homériques. On aurait dit la bataille de Picrocole dans Rabelais. On a dit qu'il y avait eu des bagarres à l'Académie. Il y a quelquefois des bagarres à l'Académie. Il y avait un amiral qui était à l'Académie qui s'appelait l'amiral Lacaze. Et l'amiral Lacaze détestait, il y a 50 ans, détestait, je crois, le secrétaire perpétuel qui s'appelait Georges Lecomte. Et le médecin de l'amiral Lacaze, qui était un homme âgé, était le docteur Mondor, qui était un grand spécialiste de Mallarmé et qui était aussi membre de l'Académie. Et un jour, à l'Académie, il y a eu une terrible prise de bec entre l'amiral Lacaze et Georges Lecomte. Et on a vu Lacaze au bord de l'apoplexie, complètement rouge, en train de lancer presque des insultes à Georges Lecomte, et on a vu Mondor, qui surveillait le cœur de l'académicien, de l'amiral Lacaze, qui était déjà âgé, se précipiter vers Lacaze et lui dire « Amiral, vos vaisseaux !» Eh bien, vous voyez qu'il y a quelquefois, le ton monte, quelquefois à l'Académie, sous l'occupation, évidemment, quand se posaient les problèmes de Pétain, de Maurras, d'Abel Herman, d'Abel Bonnard, le ton aussi avait évidemment monté à l'Académie. Eh bien, le ton est monté à propos de Marguerite Yourcenar. On a dit qu'il y avait eu des bagarres, on a dit qu'il y avait eu des échanges, peut-être pas de coups de poing, mais de coups d'éventail. C'est absolument faux. On n'est jamais passé aux voies de fait, mais il est vrai que, je me rappelle encore, qu'on m'avait traité de galopin. Eh bien, c'est une appréciation que j'accepterais volontiers. Au fond, mieux vaut être un galopin que d'être un gâteux. Et j'étais tout à fait heureux de m'être battu pour la cause de Marguerite Yourcenar. J'ai parlé beaucoup de l'Académie, encore une fois, l'Académie, qui est quelque chose de très honorable. Je suis tout à fait fier d'être de l'Académie. Je crois qu'il ne faut jamais cracher dans la soupe. Je n'ai pas l'habitude de cracher dans la soupe. Je sors d'une famille à qui je dois beaucoup et que je respecte beaucoup. Je sais tout ce que cette famille peut avoir de traditionnel et de conservateur, mais enfin, je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse à faire à propos de sa famille, à propos de sa religion, à propos de son pays. Est-ce que vous croyez que je m'imagine que mon pays est mieux que les autres, que ma religion est mieux que les autres, que ma famille est mieux que les autres? Non. La seule réponse que je puisse faire, c'est « ce sont les miennes ». Eh bien, je ne rougis pas non plus d'écrire dans le Figaro, je ne rougis pas non plus d'être de l'Académie. Seulement, bien entendu, l'Académie, ce n'est pas
toute la littérature. La littérature est quelque chose de si grand, de si beau, de si universel, qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père, et que l'Académie ne représente qu'un des appartements du magnifique palais de la littérature. Il y a une littérature révolutionnaire, il y a une littérature de gauche, il y a une littérature du rêve, il y a une littérature de la révolte qui ne sont pas représentées à l'Académie. Eh bien, ça aussi, ça fait partie de la littérature. Et plus que l'Académie, c'est en fin de compte la littérature que j'aime. Peut-être ai-je dit que quand je me retourne sur ma vie, eh bien, je me dis que il y a deux choses qui ont compté, je l'ai déjà fait une allusion. C'est d'abord l'amour et les femmes. Et c'est vrai que je crois que dans toute vie, ce qui compte d'abord, ce sont les gens qu'on a aimés. Quand nous mourrons, nos voitures, nos maisons, nos vêtements, probablement nos habitudes, probablement nos opinions politiques, très certainement, notre fortune et nos honneurs n'auront plus aucune importance. Ce qui aura de l'importance, et probablement sur quoi nous serons jugés, c'est sur l'amour, c'est sur les gens que nous avons aimés et sur les gens qui nous ont aimés. Il y a quelque chose qui m'a toujours paru très beau dans la religion chrétienne, c'est la communion des saints. C'est cette espèce de correspondance qu'il y a entre les âmes, les cœurs et les esprits. Je crois qu'il y a une communion des saints entre tous ceux qui se sont aimés dans cette terre. Et je crois que rien n'est plus beau que les liens sentimentaux et les liens passionnels qui unissent des êtres humains entre eux. En tout cas, c'est ce que je mets par-dessus tout avec la littérature.